À la une de l'actualité de ce samedi 4 août, date anniversaire de la révolution burkinabé, un devoir de mémoire que de rappeler cet appel lancé le 4 août 1983 par le capitaine Thomas Sankara au peuple burkinabé à se mobiliser pour soutenir la révolution naissante. 35 ans après, des acteurs se souviennent encore des grands chantiers, notamment la bataille du rail et les champs communs. On en parle dès le début de ce journal. Et les premiers bénéficiaires des logements sociaux sont connus depuis ce matin. Le choix s'est opéré par tirage au sort. L'opération 40 000 logements sociaux entre ainsi dans sa phase opérationnalisation. On aura plus de précisions dans ce journal. Et puis en République démocratique du Congo, les opposants annoncent leur candidature à l'élection présidentielle. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président et ex-chef rebelle de retour au pays, a pu déposer sa candidature. Moïse Katumbi, lui, devrait d'abord rentrer au pays pour pouvoir le faire. L'opposant est bloqué en Zambie pour le moment. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, il y a 35 ans, le Burkina Faso est entré en révolution à l'appel du capitaine Thomas Sankara au peuple burkinabé à se mobiliser autour des objectifs majeurs de cette nouvelle ère pour relever le défi du développement. La révolution burkinabé sera caractérisée surtout par de grands chantiers, dont celui de la bataille du rail. Les acteurs de la révolution se souviennent encore. Mousbila Sankara évoque avec toujours la même passion les péripéties qui ont jalonné la mise en œuvre de ce projet, les sacrifices consentis. Nongbakuda David Dabiri. La bataille du rail, un projet mûri depuis les indépendances, devenu sous la révolution un symbole d'émancipation. Le projet visait un objectif principal, selon ses exécutants, celui de désenclaver les différentes localités du Burkina Faso en vue de booster le développement local. Mousbila Sankara, un des acteurs de la révolution, se souvient des péripéties qui ont jalonné la bataille du rail avant sa mise en œuvre. La bataille du rail fut l'un des grands projets qui a été initié depuis Maurice Chamego, qui n'a pas pu se concrétiser, qui a été repris au point de vue recherche par le général Lamijana. Ça n'a pas bougé jusqu'au CMRPN, où il y a une forme de volontarisme qui a amené les colonels à le remettre sur le tapis. Mais ils voulaient le réaliser à travers le financement classique, la participation de ceci et cela. Malheureusement, il y a eu, pas de la négligence, mais des escrocs se sont intégrés dedans avec les histoires de hero building de ceci. Ils ont compté là-dessus au point que bon, ils ont passé le temps à se tirer dessus, ils n'ont pas réussi. Et quand la révolution est venue, comme il y a certains travaux qui faisaient partie de leur programme, à savoir le désenclavement et la réalisation de certaines structures, la bataille du rail avait sa place, a eu sa place assez tôt. Et comme le dossier, comme je vous dis, avait été engagé, certaines données étaient disponibles et la révolution n'a eu qu'à opérer autrement, à savoir aller sans attendre la participation des traditionnels bailleurs de fonds. En plus de cette volonté de désenclavement, le capitaine Thomas Sankara prend une résolution selon Mousbila Sankara, celle d'amener le peuple à prendre en main son destin. Chacun avait sa philosophie et son approche du dossier. Et le CNR avait sa façon de voir et sa forme d'action. Le CNR, c'était nous d'abord, les autres viennent ensuite. Et c'est ainsi que nous avons dégagé au niveau du budget une somme pour acquérir le matériel qui n'était pas sur place. Nous avons engagé les structures du CNR, à savoir les CDR, à se constituer en bataillon pour aller pour l'investissement humain. Nous avons engagé les autres, chacun a contribué d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas exclu les autres formes d'appui, mais c'est nous qui étions devant. Sans ressources financières, mais armés de détermination, les révolutionnaires lancent le projet dès 1985.
Pour sa mise en œuvre, il mobilise les forces vives autour des travaux d'intérêt général. En dépit de l'assentiment populaire, la bataille du rail connaît aussi ses détracteurs. Pour les ramener à la raison, selon Mousbila Sankara, des mesures étaient prises. Beaucoup ne voulaient pas aller parce qu'il y avait un investissement humain. Ce dont le Burkinabé de nos jours là a horreur. C'est pas maintenant, il avait horreur. Mais avant, tu étais obligé d'y aller parce que tes camarades, beaucoup plus, en tout cas engagés, beaucoup plus joyeux y allaient. Et si tu ne pars pas, c'était une façon d'aller contre la révolution. Et on sanctionnait. D'abord, si vous étiez dans l'administration, vous pouvez être suspendu. Si tu es suspendu, tu ne restes pas à la maison. Hein. Tu viens travailler, mais on ne te paye pas. Si tu étais responsable, tu pouvais être relevé de tes fonctions et remplacé par quelqu'un d'autre. Si tu n'étais pas fonctionnaire, on pouvait t'interdire de monter dans notre bus parce que la révolution avait acquis des moyens de transport, le X9. C'est-à-dire les réalisations de la révolution, là, on te l'interdisait. Et comme l'État s'occupait de la plupart des actions sociales, les lotissements et autres, si tu es un réactionnaire et que tu veux entraver à la marche de la révolution, tu n'as pas de terrain, on ne te donne pas. Et pour le révolutionnaire Douka 33, ce projet demeure la preuve que les peuples africains peuvent se réaliser, mais pour y arriver, il y a forcément des sacrifices à consentir, précise Mousbila Sankara. Voilà, on poursuit avec ces évocations de cette période révolutionnaire. Il y avait aussi le champ commun des fonctionnaires hawaïens, des champs collectifs aujourd'hui disparus au profit de champs privés et des maisons. Mais là aussi, les anciens se souviennent et racontent comment s'est fait le retour à la terre de ces gens de bureau. Des témoignages recueillis pour nous par Konsoun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Le regard perdu, Emmanuel Lalsom recherche ici les souvenirs d'il y a 33 ans. Souvenirs du temps de la Révolution. Et l'émotion est grande chez lui quand il foule ce champ. Ce champ-là était jadis celui des travailleurs du ministère des Finances. Il y a 33 ans, au temps de la Révolution, Lalsom s'en souvient comme si c'était hier. Ici, sur ces champs devenus des propriétés privées, lui et ses collègues, comptables, trésoriers et autres commis du ministère des Finances, y semaient du sorgho. Vous l'avez bien deviné, nous sommes sur les reliques de ce que tout le monde appelle ici le champ de Thomas Sankara et de ses ministres. Le champ du Conseil national de la Révolution. Et petit cours d'histoire. Du temps de la Révolution, à 15 km de Wayenne, sur la nationale numéro 3 à environ 60 km de Ouagadougou, le père de la Révolution y avait créé un champ, le champ des fonctionnaires. Ici, chaque ministère avait son champ et chaque semaine, c'était à chacun son tour. Du planton au ministre, le retour à la terre était obligatoire. C'est avec des grues que nous avons labouré les champs. Puis, on a parcellé pour le ministère de l'Agriculture, de l'Enseignement, pour les forces de défense et de sécurité. Des soldats, des policiers, des médecins, personne n'a échappé. On les a tous vus cultiver ici. Camions, des minibus qu'on nous a menés ici. On se retrouvait, les collègues de service, on est là ensemble. Nous étions des jeunes fonctionnaires, on n'était pas des patrons, mais ils étaient là avec les patrons. Du SG jusqu'au ministre, ils sont tous venus. Le vieux Gilbert Bonkungu cultive aujourd'hui sur cette terre. À l'époque, il était chargé avec bon nombre de sa génération de planter des arbres et d'apporter assistance technique à des commis débarqués de la ville, souvent sans aucune notion du monde rural. Certains sont venus ici, même s'aimer, ils ne le savaient pas le faire. Et comme ce sont eux qui devaient amener leur matériel, ils venaient bréduire, alors c'est avec des boîtes d'allumettes qu'ils cultivaient. Vous voyez ces tubercules sauvages?
ils sont nocifs. Certains ont cru que c'était des Mongols. Dans notre ministère, là, quand nous sommes arrivés ici et qu'on cultivait, un jour nous étions là et il y a un serpent que les collègues ont poursuivi pour l'amasser. Parce que bon, pour eux, ils ne connaissaient pas. Au-delà de ces balbutiements et de cette pénibilité du travail, les fonctionnaires étaient heureux d'apprendre. Et voir des fonctionnaires devenir des paysans d'un jour, cela galvanisait les habitants de Wayenne et les confortait que la terre est nourricière et qu'être paysan, c'est noble. Par ces fonctionnaires cultivés était un plaisir pour nous. Beaucoup ont appris que ce n'est ni un sous-métier, ni un métier facile. Vous voyez, c'était un coin qui nous permettait aux gens de savoir, de se retrouver, de savoir même qu'en fait, c'est pas ce qu'on fait à l'école là. On peut également, il faut savoir que ce que le paysan fait là, c'est pas un sous-travail. C'est un bon travail et qui nous va permettre le pays de se développer. À ce qu'on raconte ici, cette année-là, la moisson fut bonne et des milliers de tonnes de sorgho furent convoyées à Ouagadougou pour alimenter des cantines scolaires et des cases. Dans tous les cas, fonctionnaires et paysans gardent toujours plus de 3 décennies de beaux souvenirs dont ils sont prêts à vous conter. Cette rivière nous empêche de voir plus loin l'étendue de ce champ du CNR. Mais vu d'ici, il s'étend déjà sur plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, les maisons, les hameaux de culture et les champs privés ont un peu poussé partout. Mais il reste ces eucalyptus et ces vieux de Wayenne, témoins de l'histoire, pour vous montrer les limites et vous conter l'histoire de ce champ de la Révolution. Pour notre part, nous avons accompli notre devoir de mémoire en cultivant ici, sur le champ de la Révolution. Et peut-être était-il celui du ministère de la Communication. Oui, pourquoi pas. Voilà donc pour ces quelques souvenirs de cette période de la Révolution burkinabé qui aurait 35 ans. Aujourd'hui, l'actualité brûlante en ce moment au Burkina Faso, c'est bien le nouveau code électoral qui fait couler encre et salive. Le Rassemblement patriotique, pour sa part, salue l'adoption de ce nouveau dispositif qui devrait, selon lui, permettre le vote des Burkinabés de l'extérieur. Les responsables de cette organisation de la société civile développent donc leurs arguments aux journalistes ce matin à Ouagadougou. Le point avec Paul David Bambara et Aruna Mari. Le Rassemblement patriotique apporte sa caution au nouveau code électoral, une nouvelle loi qui ouvre la voie au vote des Burkinabés de l'extérieur. Pour cette organisation qui se réclame de la société civile, l'adoption du nouveau code est une avancée. Un Burkinabé qui veut vraiment participer au vote, les 2 ans à venir, peut tout faire pour disposer en tout cas des documents indiqués, à savoir la CNIV et les passeports. Du reste, nous pensons qu'on ne quitte pas le Burkina pour aller dans un autre pays avec une carte consulaire. On est parti avec des documents de base et c'est à base de ces documents normalement que la carte consulaire a été établie. Pour cette OSC, il est impératif que des dispositions soient prises pour faciliter l'obtention des documents exigés avant les futures échéances électorales. Le Rassemblement patriotique voudrait inviter la Commission électorale nationale indépendante CENI à prendre toutes les dispositions incitatives à un enrôlement conséquent des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora en âge de voter pour les élections à venir. Pour Dick, Marcus et Océane, le vote de la diaspora sera une opportunité de raffermissement des liens avec la mère patrie. En ce 4 août qui marque le 35e anniversaire de la révolution burkinabé, ils invitent la classe politique à toujours privilégier l'intérêt du peuple.
Une visite à la primature comme cadeau pour les meilleurs élèves, une option qui devrait galvaniser davantage les scolaires. En tout cas, ceux du lycée Kerb ne regrettent pas ce moment passé avec le chef du gouvernement hier vendredi. Encouragement et conseils de Paul Kabatieba sont de rigueur. Rasmane Zoundi, Oumou Sissé et Maxime Zongo pour le compte rendu. Ils sont 71 élèves, ceux qui se sont distingués au cours de l'année 2017-2018 dans leur établissement. Pour leurs brillants résultats, ils ont eu droit à une colonie de vacances qui les a d'abord conduits au Ghana. Au Burkina, c'est un privilège pour eux d'être reçus par le chef du gouvernement. C'est par l'école qu'on acquiert l'expertise pour pouvoir travailler dans la vie. C'est pourquoi à l'école, il ne faut pas s'amuser. Il faut bien apprendre les leçons, il faut bien apprendre les langues, il faut bien apprendre à calculer. Sinon, quand on sera grand, on ne pourra pas travailler. Ces élèves qui veulent demeurer les meilleurs parmi les meilleurs s'engagent à profiter au maximum des sages conseils de leur illustre hôte. Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir des conseils d'un Premier ministre et on va se forcer à les mettre en application pour pouvoir réussir. Visiblement heureux et réconfortés par cette opportunité inédite, ces élèves ont promis ferme de ne pas décevoir et surtout de donner le bon exemple quand ils seront de retour dans leur établissement. Ils sont les plus heureux ce matin du 4 août. Eux, ce sont les premiers bénéficiaires des logements sociaux. L'opération 40 000 logements est désormais une réalité pour ceux-là qui ont été tirés au sort par aussi le site donc, de Basenko à Ouagadougou. Au total, ce sont 1262 logements de type F3 et F4 qui sont disponibles pour 898 souscripteurs. Pour la catégorie F2, tous les demandeurs sont d'office bénéficiaires car à ce niveau, l'offre dépasse la demande. Voyons cela avec Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Avant d'entrer dans la salle où se tient le tirage au sort, certains demandeurs consultent la liste pour s'assurer de la présence de leur nom. Au total, 898 personnes se sont inscrites pour les cités de Basenko. 1262 logements de type F2, F3 et F4 sont disponibles, sauf dans la catégorie F3 sociale où le nombre de souscripteurs dépasse le nombre de logements construits. Tous les demandeurs sont d'office des bénéficiaires. Vous allez voir qu'il y a des gens qui malheureusement n'auront pas de logement et ces personnes-là seront sur la liste d'attente. Voilà, pour d'éventuelles opérations. Après cette opération, nous allons continuellement vendre les logements. Les bénéficiaires se réjouissent d'être propriétaires d'un logement à Ouagadougou. J'en avais vraiment besoin parce que j'ai une grande famille, des femmes, 6 enfants. Pour le ministère en charge de l'habitat, l'objectif de l'opération 40 000 logements est de mettre à la disposition des populations des logements décents et à moindre coût. Et le représentant du ministre à cette cérémonie met en garde les esprits malins. Il nous a été donné de constater à l'entrée que certains font circuler des fiches pour inviter les éventuels bénéficiaires à leur revendre les villas qu'ils pourront éponger dans les meilleurs délais et leur permettre d'avoir de l'argent. Le souci de l'opération, ce n'est pas d'octroyer de l'argent aux populations, mais de leur permettre d'avoir des logements décents. Le représentant du ministre rassure, les bénéficiaires entreront incessamment en possession des certificats d'attribution provisoire et tout est mis en œuvre pour disponibiliser les titres fonciers dans les meilleurs délais. Autre point de l'actualité, bientôt la fin du roaming dans l'espace G5 Sahel. Ces frais d'itinérance n'existeront plus à partir du 31 mars 2019 selon la volonté des chefs d'État des pays membres de cette organisation ouest-africaine. Le but étant de faciliter la communication via la téléphonie mobile. Les principaux axes de la feuille de route actualisée cette semaine par les experts à Ouagadougou avec Issaka Ouedraogo et Bouma Ernest Nebi. À cette rencontre du G5 Sahel à Ouagadougou, il ne s'agit pas de lutte contre le terrorisme, mais plutôt de suppression des frais d'itinérance. Les experts en télécommunications se sont pendant 48 heures penchés sur la feuille de route devant conduire à la mise en œuvre effective de cette mesure au sein des pays du G5 Sahel. L'itinérance, c'est vrai que ça c'est les termes dans les jargons, c'est le roaming.
Aujourd'hui, donc bon, vous savez, le roaming est une réalité, mais la réalité aussi, quand on constate, c'est que les prix sont vraiment exorbitants. Si un abonné du Burkina peut communiquer à 150 francs, un abonné du Niger, s'il vient au Burkina, il devrait pouvoir communiquer à 150 francs et vice-versa. Donc bien entendu, si la minute de communication coûte 90 francs au Niger, lorsqu'un Burkinabé va au Niger, il doit pouvoir communiquer à 90 francs. Donc il s'agit donc de supprimer ces surcoûts qui seraient liés donc à ces services d'itinérance. Voulu par les chefs d'État de ce groupe, l'idée de suppression des surcoûts de la communication via la téléphonie mobile a été émise en novembre 2016. Une fois opérationnelle, elle aura des avantages pour tous. Tout le monde est gagnant, c'est apparemment une aventure gagnant-gagnant parce qu'en supprimant, vous aurez parallèlement une hausse du trafic télécom à l'échelle internationale qui va compenser à très court terme en fait peut-être les pertes ou les appréhensions que les gens ont au début. Là. Selon la feuille de route adoptée à cette rencontre de Ouagadougou, la suppression de ces frais d'itinérance au sein des pays du G5 Sahel serait effective à partir du 31 mars 2019. La charte du partenariat public-privé qui entre dans sa phase de diffusion, une étape qui devrait permettre une meilleure appropriation du document en vue de garantir la réussite de la dite charte. Les acteurs de la formation professionnelle sont réunis à Ouagadougou pour l'atelier qui enclenche cette seconde phase. Daouda Ouattara, Vincent Kendrebeogo. Mieux impliquer les milieux économiques pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes au Burkina. Les acteurs de la formation professionnelle poussent la réflexion à Ouagadougou. Leur tâche, présenter et assurer une large diffusion de la charte de partenariat public-privé en matière de formation et d'insertion professionnelle. Une charte élaborée en février 2015 en vue d'orienter les acteurs du privé et du public dans l'absorption des jeunes diplômés. Cette charte va permettre aux différents acteurs d'agir dans la légalité d'abord, et elle va permettre également à la jeunesse d'avoir des métiers dans lesquels la formation est régie et connue, régie par des textes et connus, et cela pourrait en tout cas à l'issue de la formation permettre à tout un chacun de postuler pour obtenir des financements aux différents projets éventuellement qu'il viendrait à construire. Après les régions des hauts-bassins et du centre choisies pour abriter l'étape pilote, la campagne de présentation et de diffusion de la charte va se poursuivre dans les autres régions du pays. Et puis la caravane d'appui aux entreprises dans sa tournée dans les 13 régions du Burkina fait escale à Zignaré. La séquence information et sensibilisation a pour but d'accompagner les entrepreneurs qui sont confrontés à des difficultés d'ordre financier, surtout. Paul David Bambara et Léonore Ouedraogo pour les précisions. C'est la dernière étape de la caravane d'appui aux entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina avant la rencontre bilan de Ouagadougou. 12 régions parcourues pour présenter les offres de la Chambre de commerce et d'industrie en termes de financement et d'appui juridique. Tout comme dans les autres régions, le problème de soutien financier se pose au plateau central. Il y a des gens qu'il faut former, il faut les informer sur le point de vue des microfinances, des petits crédits qui puissent arriver à aider tout ce monde-là. Ensuite, il y a le problème de la fiscalité. À Zignaré, la visite de la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie sonne comme une interpellation à fournir des efforts pour relever l'économie de la région. Nous, en tant que Chambre de commerce et d'industrie, et qui logeons dans notre enceinte aussi l'initiative Plateau Central en coopération avec la Nouvelle-Aquitaine, nous avons déjà une plateforme que l'État peut utiliser pour pouvoir atteindre les opérateurs économiques au fin fond.
On a tendance de plus en plus à sortir de l'informel et ça c'est fortement à saluer parce qu'avec la mise en place des délégations consulaires régionales, nous avons abrité également les bureaux régionaux du centre de facilitation des documents de création des entreprises. La caravane d'appui aux entreprises vise aussi à informer les opérateurs économiques burkinabés sur les activités de la Chambre à travers les élus consulaires installés dans les différentes régions. Nous allons dans la boucle du Moun pour une autre séance sensibilisation et information. Et cette fois, c'est le système d'information foncière qui est décortiqué aux acteurs des régions de la boucle du Moun et des hauts bassins Adédougou. On cherche ici à améliorer la gouvernance foncière et les experts sont venus du Bénin et du Burkina Faso pour dispenser la formation. Yves Rwamba, Yacouba Goro. Cette formatrice béninoise est venue renforcer les compétences des acteurs du foncier des régions de la boucle du Moun et des hauts bassins en système d'information foncière SIF. Le SIF est un nouvel outil mis en place avec l'accompagnement de l'unité de gestion du projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles. C'est un outil que nous avons mis en place, que nous avons développé pour aider les communes à gérer de façon transparente le domaine foncier, notamment en milieu rural. Alors le SIF, c'est cet outil qui va permettre d'enregistrer toutes les informations littérales, les informations spatiales liées à toute demande d'APFR au niveau donc de chaque commune. Donc c'est un outil qui est conçu pour les communes et qui sera géré par les communes. Le SIF a l'avantage de gérer de façon informatisée les informations littérales et spatiales liées au processus de délivrance des attestations de possession foncière rurale en vue d'améliorer la gouvernance foncière au niveau local. J'ai eu l'opportunité de découvrir l'outil. Maintenant, il s'agit d'encourager fortement les différents acteurs, les agents SFR, les agents du cadastre et des services de domaine à se l'approprier. Je suis convaincu que ce travail peut être amélioré et cela dépendra en tout cas de la collaboration. Je repars en tout cas très satisfait. Pour ces participants, c'est le début d'un processus d'information des données foncières dans leurs communes respectives. Selon les organisateurs, cette formation doit permettre une réelle maîtrise du logiciel et favoriser, à terme, une dématérialisation de l'information liée au processus de sécurisation foncière. Une journée pour évaluer la mise en œuvre des actions et dégager les défis et perspectives. Les cadres du ministère en charge de la communication examinent les orientations stratégiques du département en vue de dégager les forces et les faiblesses pour envisager plus clairement le dernier semestre de l'année. Moussa Ouedraogo et Léonore Ouedraogo. Les objectifs prioritaires du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement n'ont pas été atteints le semestre écoulé. Un taux d'exécution des plans et programmes relativement bas. Le premier CACEM du ministère de la Communication a analysé les rapports d'activité, le rapport d'exécution du budget, le plan stratégique et l'annuaire statistique. Les faiblesses, nous les relevons surtout quelque part dans le taux d'exécution de nos activités, parce que pour un certain nombre de facteurs, nous n'avons pas pu atteindre un taux que nous estimons repère ou satisfaisant. Nous pensons avoir fait le point de la performance du département. Nous avons déterminé les faiblesses qu'il y a à corriger afin de pouvoir atteindre un bon taux d'exécution de nos missions. Le ministère prévoit pour atteindre son objectif d'ici à la fin décembre 2018, renforcer les capacités techniques et matérielles du ministère, assurer la formation continue du personnel et œuvrer à l'opérationnalisation des directions régionales de la communication. Et pour refermer l'actualité nationale, sachez que le président du Faso est en ce moment même à Pau où il va présider la cérémonie de sortie de la 17e promotion des élèves officiers de l'Académie militaire Georges Namouanou. Le chef de l'État burkinabé a fait 5 escales à Kombisiri, Touessé, Nobili, Nobéré et Pau, ce sont là les localités donc traversées. Nous aurons plus d'informations. Nous reviendrons en tout cas sur cette actualité
dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, pour finir, en République démocratique du Congo, l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba a pu déposer sa candidature pour la prochaine élection présidentielle de décembre, et ce qui n'est pas le cas pour Moïse Katumbi, bloqué en Zambie. Les deux opposants au président Joseph Kabila sont tous candidats pour prendre sa place. Deux hommes pour prendre la place de Joseph Kabila. À 4 mois de l'élection présidentielle en RDC, deux opposants, l'actuel chef de l'État, ont annoncé s'être portés candidats. À commencer par l'ancien chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, tout juste acquitté après avoir passé 10 années en prison pour crimes de guerre et contre l'humanité. Accueilli par des dizaines de milliers de fidèles à Kinshasa, la capitale, Jean-Pierre Bemba a pu déposer sa candidature sans entrave. Situation différente pour l'autre opposant à Kabila, Moïse Katumbi. Après lui avoir interdit d'atterrir sur le sol congolais, les autorités l'empêchent désormais de traverser la frontière avec la Zambie, où il se trouve actuellement, bloquant toute tentative de dépôt de candidature. Après avoir dirigé le pays du Nain de Fer pendant 17 ans, Joseph Kabila a été contraint par la Constitution de céder sa place il y a 2 ans, et malgré une prolongation validée par la Cour constitutionnelle. Fin de ce journal, merci de votre attention. Très bon week-end à tous.